promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. L'heure est à l'information sur BCTV. Mesdames et messieurs, bienvenue. Voici tout de suite le sommaire de ce journal. Les mots forts du président burundais, président en exercice de l'EAC à l'ouverture de travaux du troisième round de pourparlers de Nairobi pour la paix dans l'Est de la RDC. Évariste Ndayishimiye a donné des conseils aux délégations congolaises présentes à Nairobi. D'après le calendrier publié par la CENI, la présidentielle, les députations nationales et provinciales, mais également l'élection des conseillers communaux seront prévues du 20 décembre 2023. Ces scrutins seront précédés d'une campagne électorale du 18 au 19 décembre de l'année prochaine. Prince Epenge, communicateur de la plateforme Lamuka, invite les parties prenantes à mettre des correctifs au nouveau calendrier électoral car selon lui, ce calendrier contient beaucoup de faiblesses. Encore une fois de plus, bienvenue à tous. Le Safari Park Hotel de Nairobi au Kenya a servi de cadre aux assises de la troisième phase du processus de Nairobi pour la paix dans l'Est de la RDC. Cette rencontre pour la paix dans l'Est tiendra donc du 28 au 3 décembre. Plusieurs représentantes de groupes armés et autres y participent. Elles se tiennent en présence du président burundais et président des États d'Afrique de l'Est, Évariste Ndayishimiye, le président du Kenya, William Ruto, les facilitateurs du processus, Uhuru Kenyatta, et Serge Tshibangu, mandataire spécial du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Grand absent, le M23, qui n'a pas été invité. Dans son mot des circonstances, le président Ndayishimiye a exhorté les Congolais à trouver des solutions d'ensemble. Suivez. Les sessions de consultation intercongolaises s'appuient sur l'élan acquis par les deux précédentes tables rondes de consultation dans le but d'améliorer l'inclusivité et d'élargir l'espace visant à la réalisation d'une paix durable en RDC. C'est dans cet ordre que je souhaite vous demander d'aborder les échanges avec un esprit ouvert, flexible et fraternel. Travaillez en ayant à l'esprit que personne d'autre ne viendra bâtir la paix chez vous en RDC. Travaillez sachant que le même Satan qui vous incite à vous entre-déchirer, au lieu de gérer ensemble son beau gâteau que le bon Dieu vous a offert comme des frères, ne se réservera pas à vous apporter des ennuis en vous amenant des rapaces qui ne viendront que pour vous piller. Je voudrais vous conseiller, vous-même les Congolais, de chercher des solutions d'ensemble pour votre nation. Et ne laissez pas derrière personne, parce que si vous le laissez, c'est lui-même qui vous sera une épine dans l'avenir. C'est pour cela que c'est mieux de parler franchement de votre problème et de le résoudre entre vous-mêmes. Je vous demande d'aborder les délibérations avec un esprit ouvert. Voilà, et toujours dans le même ordre d'idées, mais cette fois-ci en bref, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a suivi la cérémonie d'ouverture du troisième round de pourparlers de Nairobi depuis son bureau de la Cité de l'Union africaine à Kinshasa en visioconférence. L'engagement de développer une feuille de route pour formaliser la cessation définitive des hostilités et intégrer le programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation PDDRCS en sigle figure parmi les objectifs de ce pourparler, a-t-il rappelé. Le chef de l'État a aussi fixé les conditions pour la participation du M23 au pourparler. Ceux-ci sont notamment la cessation des hostilités, le retour sur leur position de novembre 2021 et l'intégration des PDDRCS.
Et tout à fait autre chose à présent, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Denis Kadima Kazadi, a donné les grandes lignes du calendrier électoral rendu public à la salle Abbé Polinaire Malou-Malou, entièrement rénovée. Suivez. Cette cérémonie a revêtu toutes les solennités requises pour cette circonstance spécialement attendue par le peuple congolais et bien au-delà. C'est devant un parterre composé de plusieurs personnalités, notamment le représentant personnel du chef de l'État, les responsables des institutions, des partis politiques, des confessions religieuses, de la société civile, que le numéro 1 de la centrale électorale a dévoilé les grands traits, le contenu de ce calendrier électoral. L'organisation de scrutins directs du président de la République, des députés nationaux et provinciaux ainsi que des conseillers communaux prévus le mercredi 20 décembre 2023 en constitue le point culminant. La prestation du serment du président élu interviendra selon le calendrier un mois plus tard, soit le 20 janvier 2024. Bien avant que le président de la CENI ne puisse en dévoiler le contenu, il a retracé le parcours d'une année accomplie avec le concours de toutes les forces vives de l'institution épinglant les différentes opérations. Ces calendriers électoraux prévoient l'installation du bureau des assemblées nationales et provinciales le 20 février 2024. C'est le 12 mars 2024 qu'interviendra l'organisation du scrutin des gouverneurs et vice-gouverneurs de province précédant celui des sénateurs. Et comme il fallait s'y attendre, après la publication du calendrier électoral par la CNU, les réactions fusent de partout. La dernière en date est celle du porte-parole de la plateforme Lamouka, Prince Epengue, qui invite les parties prenantes à mettre des correctifs à ces calendriers, car selon lui, ces calendriers électoraux contiennent beaucoup de faiblesses. Par la même occasion, il déplore le fait que le président de la CENI a publié le dit calendrier sans les parties prenantes donc, et exige un consensus le plus tôt possible. Il est joint au téléphone par Laetitia Mfemba. La coalition Lamouka, il était temps que le calendrier électoral, les tableaux de bord des élections de 2023 soient publiés. Parce que le peuple ne comprenait plus sur base de quoi Kadima était en train d'agir. Cependant, nous exigeons que les parties prenantes, que sont la coalition Lamouka, l'Union sacrée, les FCC, la société civile émettent des correctifs par rapport à ce calendrier. Parce que ce calendrier contient beaucoup de faiblesses. Tenez, Kadima décide tout seul de tout. Kadima n'est pas Dieu des élections. Kadima n'est que celui qui dirige l'organe organisateur des élections. Ceux qui vont à compétition électorale, c'est les partis politiques. Comment Kadima peut décider des élections sans impliquer les parties prenantes? D'où un consensus est exigé rapidement pour que nous puissions porter les correctifs. 1. Au niveau des différents scrutins. Dans ce calendrier, Kadima prévoit d'organiser l'élection présidentielle, les élections législatives nationales, législatives provinciales et municipales les mêmes jours, 4 élections. Dans un pays continent comme le Congo, Kadima risque de planifier un véritable chaos dans les bureaux de vote avec 4 élections le même jour. Voilà, dans le reste de l'actualité, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a reçu vendredi dernier, dans la soirée, les caucus des députés nationaux du Sud Kivu venus lui soumettre les principaux problèmes auxquels cette province est confrontée. Ce reportage est signé Laetitia Mvemba, encore une fois de plus.
Au cours d'une conférence débat qui a connu la participation des députés provinciaux, les membres du gouvernement provincial, les directeurs des cabinets du gouverneur des provinces, la crème intellectuelle et plusieurs anonymes venus des différents coins du Kasaï central pour participer à ces forums qui s'est axé sur le développement local des 145 territoires et sur les différents aspects du programme du gouvernement, préoccupations destinées au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Pour sa part, le conseiller spécial Romilis Kisamba est revenu sur les différentes préoccupations soulevées et sur les différents contours du projet du développement local des 145 territoires. Nous avons l'épineuse question qui nous dérange, nous, du Kasaï central, l'énergie électrique. L'énergie électrique dans cette province constitue pour moi la priorité des priorités. Et dans toutes les réunions où personnellement je me suis retrouvé en train de parler des questions de développement de cette province, j'ai toujours dit, aussi longtemps qu'on n'a pas réussi à résoudre le problème d'énergie électrique dans le Kasaï, eh ben, on n'aura pas fait grand-chose pour cette population parce que son développement dépend de l'énergie électrique. Les coordonnateurs d'Expo, merci, a eu des mots juste pour remercier le chef du gouvernement pour son sens d'écoute. Vous venez plutôt de suivre l'élément de la délégation de la primature qui a séjourné à Kananga dans les Kasaï centrales, plutôt que celui de Sama Lukonde, Premier ministre. Comme je l'ai dit tantôt, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a reçu vendredi dernier dans la soirée les caucus des députés nationaux du Sud Kivu venus lui soumettre les principaux problèmes auxquels cette province est confrontée. Et ce reportage est donc signé Laetitia Mvemba. Les caucus des députés du Sud Kivu ont échangé avec le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde autour des questions liées à la marche politique et au développement socio-économique de la province du Sud Kivu. À en croire les députés nationaux Prosper Mirou Akili, l'aspect politique et l'aspect développement de leur province ont été passés au peigne fin. Nous sommes venus pour parler principalement de deux aspects, l'aspect politique et l'aspect développement de notre province. S'agissant de la politique, hier, je crois que vous avez suivi, le gouverneur Ngouabidje a été déchu à la suite d'une motion de censure, la 4e du genre depuis qu'il est là. Et nous pensons que depuis qu'il est là, la province est très mal gérée. C'est pourquoi nous avons fait part au Premier ministre pour qu'on voit ensemble ce problème. Nous avons posé les problèmes, nous allons continuer le suivi pour qu'on voie si on peut trouver mieux pour la province. Signalant que d'autres projets très porteurs et qui peuvent booster l'économie de la province ont été présentés au Premier ministre qui a promis son accompagnement pour la bonne marche de la province du Sud Kivu. Sama Lukonde Kyenge s'est montré réceptif à tous ces problèmes qui lui ont été soumis. Voilà, et au cœur d'un forum d'échange ouvert samedi dernier à Kinshasa par la société civile sur la question de la paix, la démocratie et le processus, la protection de la société civile en RDC. Ce forum a permis à cette société donc présente d'évaluer l'évolution du contexte sociopolitique de la République, contexte sociopolitique pour enfin ressortir leurs recommandations afin de ramener la paix à l'est de la RDC. Images et commentaires. Forum d'échange de la société civile sur la paix, la démocratie et la protection sociale en RDC qui a connu la participation de jeunes, des acteurs de la société civile organisés par les réseaux pour la promotion de la démocratie et des droits économiques et sociaux, PRODES en sigle. Après échange et débat,
Il ressort du dit forum les recommandations suivantes lues par le secrétaire exécutif du PRODES, Dani Singoma. Réaffirmons notre attachement à la paix, à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, à la démocratie et au bien-être de toutes ses filles et tous ses fils, sans distinction aucune. La situation au Sud Kivu, à Ituri, au Nord Kivu et au Mai-Ndombe nous révolte et nous appelle à la vigilance. Condamnons avec toute énergie l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda sous le couvert du M23 et soutenons inconditionnellement nos forces armées dans ces efforts pour la défense de l'intégrité et de la souveraineté de la République démocratique du Congo, tout en encourageant une riposte militaire énergique de la RDC envers le régime belliqueux de M. Paul Kagame. Félicitons les organisations de la société civile et la population qui se mobilisent partout en République démocratique du Congo pour exiger la paix sur l'ensemble du pays et pour condamner l'agression rwandaise et appeler à la solidarité internationale sans hypocrisie. Ainsi, nous soutenons la marche programmée de la CENCO le 4 décembre 2022 à Kinshasa. Il s'y est dénoté que, parmi les recommandations émises, la société civile s'oppose aux négociations interminables et réaffirme sa position à ne plus réinsérer dans les forces armées de la République les personnes qui ont pris les armes contre leur pays et prend acte de la publication du calendrier électoral par la CENI avec l'espoir qu'il sera respecté. Et puis, le chef de l'État angolais, président en exercice de la CIRGL, Joao Lourenço, a apporté une assistance humanitaire aux déplacés ayant fui les affrontements entre les rebelles du M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo dans les territoires de Rutshuru et à Nyiragongo. Images et commentaires. Alors que l'on reconnaît un vrai ami, cet adage, le président angolais Joao Lourenço vient de le matérialiser en volant au secours des déplacés de guerre avec une assistance de 30 tonnes de vivres réceptionnée ce samedi 26 novembre 2022 à l'aéroport de Goma par le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. L'officiel angolais qui a remis ce don a indiqué que le président angolais reste très attentif à la souffrance qu'endure les déplacés ayant fui la guerre entre les FARDC et le M23. Cette assistance est constituée des poissons salés, des boîtes de lait concentré, des biscuits, sardines, la farine de maïs et l'huile végétale. Suivez le lieutenant-général Nassone Joao, délégué du président angolais. Pendant plusieurs années, la région des Grands Lacs est victime de la violence meurtrière, laissant à leur passage des victimes qui sont souvent nos frères, sœurs, mères, pères et enfants. Et c'est là un défi majeur que notre région, à travers de ses autorités, doit relever d'une manière définitive. Joao Lourenço voudrait que la paix règne à jamais dans toute la partie est de la RDC, a-t-il ajouté. Au nom de la population meurtrie de la province, le gouverneur militaire a remercié sincèrement le président angolais pour cet acte de générosité à l'endroit de ses administrés, tout en reconnaissant le lien fraternel qui a toujours caractérisé ces deux pays frères. Au nom de toute la population déplacée suite aux affrontements meurtriers de Rutshuru, nous disons grand merci. Cette assistance sera acheminée d'ici peu aux déplacés de guerre, a conclu Constant Ndima. Voilà, et tout à fait autre chose. Après une série d'ordonnances signées par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, portant nomination des nouveaux bourgmestres et aussi des administrateurs des territoires et leurs assistants, les Quinois attendent des nommés, les changements et de nouvelles stratégies. Je vous propose ici de suivre leurs propos recueillis par Laetitia Mvemba aux côtés des généraux essais. Moi j'attends d'eux, c'est un nouveau leadership, une nouvelle manière de faire les choses. Vous savez, les bourgmestres qui sont partis, il y en a qui ont fait 15 ans, 20 ans sur le même siège. Et dans chaque commune,
il y a des choses où les choses que la population protestait ou contestait, mais ça persistait chaque année puisque c'est le même système qui était en place. Nous cherchons le meilleur et tous les Congolais sont capables de faire quelque chose. On ne peut pas s'éterniser avec les anciens toujours, mais il faut qu'il y ait une mobilité, voir aussi les autres qui vont passer, peut-être ils vont faire quelque chose, c'est mieux. Comme il y a une nouvelle mise en place de bourgmestre, on espère que les choses vont changer. Et par rapport à la salubrité publique, on espère qu'on ne verra plus, on verra qu'une bopeto, comme c'est dit dans les programmes de développement. Bon. Par rapport aux administrateurs de territoire, en tant qu'un ancien administrateur de territoire, moi j'aimerais si vraiment le président va suivre. Je suis sûr, je suis censé que le président ne rate jamais une information. Par rapport à la nouvelle mise en place des administrateurs de territoire, j'aimerais que le président tienne compte de ça. Nomination dans ma bête, mais Bougoumesso va nommer, ça la paix nous salam malamu. Mais pour la préférée qui soit la nomination, pas le capena ba natif à ba commune. Dans ce que moi na bumbu, ba jo bena ba tio na bumbu. Pour bien pas na biso ezala ah. Je dois arranger na rebongisa pour que nous faisons malamu. Voilà qui est dit. Et toujours en société, Odine Lokako, présidente de l'ONG Elkos Lokako, a effectué une tournée riche aux côtés de ses collaborateurs à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Suivez les détails dans ce reportage. Accompagné du chef des missions adjoint de l'ambassade de Suisse en République démocratique du Congo, Odiane Lokako, présidente de l'ONG Elkos, a séjourné à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. La présidente de cette ONG était à la tête d'une forte délégation de ses collaborateurs de Elkos. Odiane Lokako et les siens s'y sont rendus dans ce coin de la RDC dans l'objectif de promouvoir et présenter au monde la belle image que revêt réellement la province riche de l'Équateur. Après avoir échangé, aussitôt arrivé, avec les différentes autorités de la province de l'Équateur, notamment le gouverneur Bobo Boloko, Odiane Lokako et sa délégation ont passé un moment de communion avec les mamans catholiques de l'archidiocèse de Mbandaka-Bikoro. Celles-ci ont manifesté un sentiment de joie ainsi que des satisfactions à l'endroit des membres d'Elkos pour avoir perçu de main de leur présidente un don de plus de 500 chapelets. Ce n'est pas tout. La présidente de l'ONG Elkos a également, au nom de son organisation, remis au total 56 sacs de ciment pour la construction d'une salle polyvalente pour la prise en charge et l'autonomisation des femmes de l'archidiocèse de Mbandaka-Bikoro. Après l'étape de Mbandaka, Odiane Lokako et sa délégation ont visité ensuite le village de Bakala, situé à 17 km du chef-lieu de la province de l'Équateur. Elkos remercie beaucoup le gouverneur de la province de Mbandaka de nous avoir bien accueillis. Suite à notre audience, nous avons expliqué au gouverneur quelle est la mission de Elkos. La première mission, de montrer au monde déjà que Mbandaka est une très belle province. Je remercie aussi M. Daniel qui est le chargé de mission de l'ambassade de Suisse. Le travail de Elkos aujourd'hui, c'est de faire un lobbying chez nos partenaires pour qu'ils viennent voir la province de Mbandaka, savoir quels sont leurs besoins, qu'est-ce que nous pouvons faire pour la population et nous devons nous tous nous mettre ensemble, et les gens de la province et les partenaires et nous-mêmes, pour que nous puissions réellement trouver des solutions à tous ces problèmes. Et dans cette mission-là, le premier partenariat que nous avons, c'est déjà de faire une école technique. Faire une formation technique, ça leur permet directement de travailler et d'avoir du travail. Nous avons les poissons du fleuve Congo qui sont des poissons bio, qui vont permettre aux gens de bien manger. Si les jeunes de Mbandaka peuvent déjà bien travailler le bois et le vendre, parce que le bois de l'Équateur, ce sont des bois rares, ça donne un point ajouté pour cette jeunesse-là. Nous sommes allés voir aussi les peuples autochtones, qui ne se voient pas exclus
comme ils nous ont fait comprendre, mais qui se voient que nous tous, nous sommes ensemble pour travailler pour le pays. Et pour clôturer, en tant que bonne catholique, nous sommes partis voir le mausolée de Bakanja qui est en construction. En RDC, nous avons 2 saints, Anouarit et nous avons aussi Bakanja. Et comme la RDC est en guerre, c'était important aussi d'aller nous recueillir et demander à ce saint de nous aider, d'aider la République démocratique du Congo, d'aider le gouvernement, tous les efforts qu'ils font et d'aider aussi l'armée congolaise. Par ailleurs, la délégation d'Elcos a clôturé son séjour à l'Équateur par le village historique de Bokoté, situé à 363 km de Mbandaka. C'est à Bokoté qu'ont été enterrés les reliques des bienheureux Isidore Bakanja. Odiane Lokako ne pouvait pas y passer sans jeter un coup d'œil sur le chantier où sera construit le musée dédié à Bakanja. Depuis 48 heures, Lokako et le sien sont de retour à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Voilà, et cette information en dehors de nos frontières, au pouvoir depuis 1979, le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang, a été réélu avec 94,4% de voix à l'élection présidentielle samedi dernier. Avec donc 43 années, il détient ainsi le record mondial de longévité au pouvoir pour un chef d'État encore vivant. Un résumé avec Bernadette Kamang. La Commission électorale nationale proclame le candidat Obiang Nguema Mbasogo président de la Guinée équatoriale pour les 7 prochaines années, a annoncé Faustino Ndong Essono Eyang, président de la commission électorale, qui a précisé que le taux de participation s'établissait à 98%. La réélection de Teodoro Obiang laissait peu de doute. Il a toujours été élu avec plus de 93% des voix à la tête d'une coalition de 15 partis emmenée par son tout-puissant Parti démocratique de Guinée équatoriale, PDGE. Outre l'élection présidentielle, le PDGE et sa coalition s'adjuguent l'ensemble des 100 sièges de députés et des 55 sénateurs mis en jeu lors des élections législatives et locales qui se tenaient simultanément. Le PDGE, qui disposait de 99 sièges dans l'Assemblée nationale sortante, gagne même un député. Les pourcentages obtenus par les candidats de l'opposition, Andrés Essono Ondo, pour la démocratie sociale, CPDS, seul parti d'opposition qui ne soit pas interdit, et Bonaventure Assoumou, du parti de la coalition social-démocrate PCSD, n'ont pas été communiqués. Ils ont respectivement recueilli 9 684 et 2 855 suffrages sur plus de 400 000 votants dans un des régimes les plus fermés et autoritaires au monde où l'opposition demeure réprimée et muselée. Un total de 427 661 équato-guinéens sur 1,4 million d'habitants étaient inscrits sur les listes électorales de ce petit État pétrolier d'Afrique centrale, dirigé depuis 4 décennies par Obiang, qui détient le record de longévité des chefs d'État en exercice hors les monarques. Teodoro Obiang, âgé de 80 ans, avait pris le pouvoir par un coup d'État en 1979 dans ce pays indépendant de l'Espagne depuis 1968. Son régime est régulièrement accusé par les ONG internationales et des capitales occidentales de réprimer toute opposition et de bafouer les droits humains, ainsi que blâmé pour une corruption endémique. Toujours en dehors de nos frontières, commissariat attaqué, pétards, feux d'artifice, voitures dégradées. C'est le tableau qu'ont offert une centaine de jeunes hier dimanche en pleine capitale belge, Bruxelles. Cette meute a éclaté après le match qui a opposé la Belgique au Maroc à la Coupe du Monde au Qatar. La police a procédé à une dizaine d'arrestations administratives et une judiciaire. La capitale de l'Europe s'est réveillée sonnée aujourd'hui lundi. La classe politique belge s'est dit indignée. Ces émeutes se sont même étendues dans plusieurs autres villes. Bernadette Kamango, encore une fois de plus. Alors que le match de la Belgique contre le Maroc touchait à sa fin, des supporters des Lions de l'Atlas ont mis Bruxelles sens dessus-dessous. En marge du match Belgique-Maroc au Qatar, un attroupement s'est formé dans le centre de Bruxelles. Des dizaines de jeunes se sont retrouvés, certains avec un drapeau marocain sur le dos. Tout a basculé après que l'arbitre ait annulé le premier but de Ziyech.
La tension est alors encore montée un peu plus tard au début de la deuxième mi-temps. Quelques 150 jeunes présents entre la bourse et la gare du Midi se sont énervés. Le feu a été bouté à une poubelle, des pétards et des feux d'artifice ont été tirés. La tension montant encore plus d'un cran, les jeunes s'en sont ensuite pris aux véhicules qu'ils croisaient sur leur chemin. Une voiture de location vide a été abîmée et projetée contre d'autres véhicules. La capitale n'a pas été la seule ville touchée par des violences en marge du match. La police a dû intervenir aussi à Schaerbeek, Liège et Anvers. Une cinquantaine de personnes ont également attaqué le commissariat de Droits à Liège en fin de journée. Des vitres ont été brisées et des feux de véhicules de service ont été abîmés. Aujourd'hui lundi, les émeutes de la veille étaient à la une de nombreux quotidiens belges avec pour titre « Le Maroc a gagné le match, mais l'image de la communauté marocaine a subi une douloureuse défaite. La diaspora marocaine est la plus importante minorité ethno-culturelle d'origine étrangère de la Belgique. En 2020, il y avait, en prenant en compte la nationalité de naissance des parents, 556 365 personnes d'origine marocaine, soit 4,8% de la population, tous âges confondus, et 8,8% des moins de 18 ans. La ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, a annoncé sur Twitter que tous les moyens seraient mis en œuvre pour identifier les émeutiers et procéder à d'autres arrestations. Si vous avez pris en cours de diffusion, voici pour vous l'essentiel à retenir. Le mot fort du président du Burundi et président de l'EAC à l'ouverture de travaux du troisième round de pourparlers de Nairobi pour la paix à l'est de la RDC, Évariste Ndayishimiye a donné un conseil aux délégations congolaises présentes à Nairobi. D'après les calendriers électoraux publiés par la CENI, les présidentielles, les députations nationales et provinciales, mais également l'élection des conseillers communaux sont prévues pour le 20 décembre 2023. Ces scrutins seront précédés d'une campagne électorale qui ira du 18 au 19 décembre de l'année prochaine. Prince Epenge, un des communicateurs de la plateforme Lamuka, invite les parties prenantes à mettre des correctifs au nouveau calendrier électoral, car pour lui, ce calendrier contient beaucoup de faiblesses. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci à vous pour la confiance renouvelée à cette édition d'information réalisée par l'ensemble de la rédaction. Restez fidèles au programme de BSC TV. On se retrouve sans doute la fois prochaine avec le même plaisir. Au revoir et surtout à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.